Il a laissé tomber un billet de 5 € dans mon verre et s'est éloigné avec ma femme. J'ai souri et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, sa clé n'entrait plus dans la serrure. Puis son avocat a appelé en tremblant parce que cet homme discret qu'il avait méprisé devant une salle pleine de monde avait toujours eu 3 coups d'avance sur lui. Je m'appelle Laurent Belmont, j'ai 55 ans, et je suis l'associé gérant d'un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé en gestion de patrimoine que j'ai bâti à partir d'un minuscule bureau de 2 places à Lyon. J'ai passé 30 ans à apprendre comment les institutions se protègent, comment la richesse se déplace silencieusement, et comment les accords tiennent ou s'effondrent sous la pression, et il s'avère que ces connaissances sont à double tranchant. Valérie et moi étions mariés depuis 22 ans. Elle avait 51 ans, une allure élégante, le genre de femme qui entrait dans une pièce et forçait les gens à se redresser sans même le vouloir. Pendant la majeure partie de notre mariage, cette énergie a joué en notre faveur, puis, vers notre 17e année, cela a cessé de fonctionner pour nous et a commencé à fonctionner pour elle seule. Elle a monté un cabinet de conseil en nutrition et bien-être, ce qui n'avait rien de mal, je l'y ai même encouragé, j'ai payé pour les certifications, le local, le consultant en images de marque, et les retraites qu'elle organisait 2 fois par an à Annecy. Ce que je n'avais pas financé, c'était ma propre invisibilité, mais apparemment, c'était inclus gratuitement dans le forfait. La soirée s'est tenue au domaine de Courcelles un vendredi de fin octobre, un mélange de vieille bourgeoisie, de nouveaux riches prétentieux, et de tous ceux entre les deux essayant de deviner à quelle catégorie ils appartenaient. Valérie portait une robe vert émeraude et se déplaçait dans la pièce comme si chaque mètre carré lui appartenait. Je suis resté près d'elle la première heure, mais dès la deuxième, j'étais devenu un meuble, et c'est là que Cédric Arnaud est entré en scène. Il avait la cinquantaine, PDG d'une start-up technologique qui faisait du bruit dans le secteur de la fintech, avec un costume sur mesure bleu marine et le genre d'assurance qui vient du fait de n'avoir jamais essuyé de refus de la part de quiconque ayant de l'importance à ses yeux. Il s'est dirigé vers Valérie comme s'il connaissait déjà le chemin tandis que j'observais de l'autre bout de la pièce, elle riait trop vite à tout ce qu'il disait, touchait son bras, penchait la tête en arrière comme elle le faisait avec moi il y a très longtemps. Je me suis approché, non pas pour faire un scandale, juste pour exister, et Cédric m'a regardé de la façon dont les hommes regardent quelque chose qu'ils ont déjà jugé inoffensif. Puis il a fait une chose que je n'oublierai jamais de toute ma vie, il a glissé la main dans la poche de sa veste, en a sorti un billet de 5 €, et l'a posé sur le bord de mon verre de cognac intact. Un geste désinvolte, délibéré, comme on donne un pourboire au préposé du vestiaire. « Ne vous inquiétez pas pour elle ce soir », a-t-il dit sans même baisser la voix, elle est entre de bonnes mains. Valérie n'a pas bronché, elle ne m'a pas regardé, elle a juste souri au sol en marbre comme si elle attendait que je disparaisse. La pièce est devenue très silencieuse, de cette façon si particulière quand tout le monde fait semblant de ne pas regarder. J'ai regardé le billet, je l'ai regardé lui, je l'ai regardé elle, puis j'ai pris mon cognac, je l'ai fini d'une seule gorgée lente, j'ai reposé le verre sur le billet et je suis sorti. Pas de voix élevée, pas de doigt accusateur, pas de scandale. J'ai entendu quelqu'un marmonner quelque chose derrière moi, mais je ne me suis pas arrêté et je n'ai pas regardé en arrière, parce que ce que Cédric Arnaud ignorait, ce que Valérie n'avait apparemment jamais pris la peine de lui dire, c'était que le mari ennuyeux et discret qu'elle tolérait depuis des années avait passé 3 décennies à apprendre exactement comment démanteler des gens comme lui, légalement, de façon permanente, et sans laisser de traces. Il m'avait tendu un billet de 5 €, mais quand tout cela serait terminé, il me céderait tout le reste, il ne le savait simplement pas encore, et elle non plus. Je ne suis pas retourné au domaine de Courcelles, je ne suis pas resté assis dans le parking à attendre, je ne l'ai pas appelé 17 fois pour laisser des messages vocaux de plus en plus désespérés. J'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis versé un fond de vieux cognac, le bon, pas le verre de la soirée qu'elle avait contaminé avec le théâtre de Cédric Arnaud, et je me suis assis dans mon bureau. La maison était silencieuse, 22 ans d'un silence accumulé, le genre qui s'imprègne dans les murs d'un lieu après que les enfants ont grandi, que les dîners s'arrêtent et que les 2 personnes qui y vivent cessent de se poser de vraies questions. Clément était parti pour Berlin il y a 4 ans, un garçon brillant, fait de la même trempe que son père, pas au sens physique, mais dans sa façon de penser, méthodique, patient, ne dévoilant son jeu qu'à la dernière seconde possible. J'avais payé chaque semestre de ses études à l'étranger, chaque frais de dossier pour ses stages, chaque formation professionnelle, mais Valérie lui avait dit que c'était sa gestion des finances du foyer qui rendait cela possible. Je n'avais jamais corrigé cela, me disant que la vérité finirait par éclater, car c'est toujours le cas. Je suis resté dans ce bureau jusqu'à minuit, je n'ai pas eu de ses nouvelles et je n'en attendais pas, mais ce que j'ai fait, c'est ouvrir mon ordinateur portable et passer 3 appels, un à mon avocat personnel.
Un à la société de sécurité avec laquelle je travaillais discrètement depuis 6 semaines, et un au serrurier que j'avais déjà briefé 2 jours plus tôt. Ce dernier appel fut le plus court, juste 4 mots, demain matin, 7 heures. Voici ce que les gens ne comprennent pas au sujet des hommes comme moi, nous ne réagissons pas, nous avons déjà agi. La soirée n'était pas un déclencheur, c'était une confirmation d'un schéma que j'observais depuis des mois, les consultations de bien-être tardives, le client qu'elle ne nommait jamais. Le week-end de retraite à Annecy d'où elle était revenue avec un nouveau parfum et une histoire comportant 3 incohérences que j'avais repérées dans les 30 premières secondes. Je ne l'avais pas confrontée, j'avais documenté, et au moment où Cédric a posé ce billet sur mon verre, j'avais 6 semaines d'enregistrement de vidéosurveillance du parking de mon cabinet, 2 mois de relevés bancaires montrant des retraits sur notre compte joint que je n'avais pas autorisé. Et un dossier sur le serveur privé de mon cabinet qui ferait dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel médiateur. J'étais un mari en colère, mais j'étais un mari préparé. À 1h14 du matin, mon téléphone s'est allumé, un SMS de Valérie, ne m'attends pas. 3 mots, pas une question, pas d'excuse, une directive, comme si elle gérait un emploi du temps, j'ai posé le téléphone face contre table et je suis allé me coucher. Elle n'était pas à la maison quand je me suis réveillé et je n'étais pas surpris, j'ai préparé du café, nourri le chien, relu 2 contrats qui nécessitaient ma signature pour lundi. À 6h58, la camionnette du serrurier s'est garée devant chez moi, et à 7h40, toutes les serrures extérieures de la propriété avaient été remplacées, les nouvelles clés étaient dans la poche de ma veste, le panneau de sécurité mis à jour, le code du portail changé. À 8h15, j'ai appelé mon assistante et lui ai dit de classer toute communication destinée à Valérie Belmont sur la ligne générale du cabinet comme non prioritaire, une courtoisie professionnelle, rien de plus. Puis j'ai traversé la ville pour rejoindre l'appartement de fonction que j'avais loué 10 jours plus tôt, un 3 pièces propre et fonctionnel dans le quartier chic des Brotteaux, et je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café frais et mon ordinateur portable. Le système de sécurité de la maison était relié à mon téléphone, chaque caméra, chaque capteur, je n'avais donc pas besoin d'être sur place pour voir ce qui se passerait quand elle rentrerait. J'ai ouvert le flux en direct à 11h47 et j'ai regardé son VTC s'arrêter devant le portail, elle portait toujours la robe verte, les cheveux attachés maintenant, quelques mèches lâches dans le cou. Elle a marché vers la porte d'entrée avec la démarche confiante d'une femme qui s'attend à ce que le monde s'arrête pendant qu'elle le rattrape, a glissé sa clé, l'a tournée, s'est arrêtée, a réessayé, plus fort cette fois, comme si la porte se trompait. Puis elle a frappé, 2 coups fermes, puis 3 autres, avant de coller son téléphone à son oreille, mon écran a affiché l'appel, je l'ai laissé aller sur messagerie, elle a essayé 2 fois de plus, messagerie à chaque fois. Elle a reculé et c'est là qu'elle a vu la petite affiche imprimée fixée sur le cadre de la porte que j'avais fait plastifier, accès à la propriété mis à jour. Conseiller juridique mandaté. Coordonnées ci-jointes. Elle est restée parfaitement immobile pendant un moment, et j'ai observé cette immobilité à 10 km de là, avec mon café qui refroidissait sur la table à côté de moi, ressentant quelque chose qui n'était pas exactement de la satisfaction, mais plutôt de la résolution. Le genre que l'on ressent quand une longue équation s'équilibre enfin. Valérie avait passé des années à construire une version de notre vie où j'étais l'arrière-plan, le mécanisme de financement, le figurant, elle s'était inventé une histoire et m'avait relégué en notes de bas de page. Mais les notes de bas de page ont l'habitude de survivre au chapitre auquel elles sont rattachées. Son appel suivant n'était pas pour moi, c'était pour sa sœur, Sylvie, je le savais parce que Sylvie m'a envoyé un SMS 11 minutes plus tard, juste 5 mots, elle est dehors. Ça va? J'en ai tapé quelques-uns en retour, je vais bien. Je m'en occupe. Sylvie m'a appelé à 14h, pas un SMS cette fois, un véritable appel, ce qui m'indiquait que la situation devant ma maison avait dépassé ce qu'un message de 5 mots pouvait contenir. J'ai répondu à la deuxième sonnerie, Laurent, sa voix était prudente, Sylvie avait toujours été la plus posée des 2 sœurs, moins de vernis, plus de substance. Elle est dehors depuis près de 2 heures, elle me demande de venir. C'est à toi de voir, ai-je dit, je ne t'en empêche pas. Une pause, puis, est-ce que tu vas bien? Mieux que depuis longtemps, honnêtement. Une autre pause, plus longue cette fois. Je me doutais que quelque chose comme ça allait arriver, je veux que tu saches que je ne prends pas parti. Je ne te le demande pas. Elle a soupiré. Elle va appeler sa mère ensuite si je n'y vais pas. Sa mère vit à Grenoble et ne répond pas aux numéros inconnus, ai-je répondu, Valérie le sait. Sylvie a failli rire, presque, d'accord, j'y vais, mais Laurent, juste pour que tu le saches,
elle m'a dit que Cédric est une relation d'affaires, que la nuit dernière c'était du réseautage. J'ai laissé cela en suspens un instant. Sylvie, ai-je finalement dit, j'ai passé 30 ans à lire des contrats rédigés par des gens qui avaient besoin que je croie exactement ce qu'ils voulaient que je croie, je sais à quoi ressemble le réseautage, et je sais à quoi ressemble un billet posé dans le verre d'un homme. Silence. Je prendrai de tes nouvelles plus tard, ai-je dit, avant de raccrocher. J'ai affiché le flux de la caméra du portail sur mon ordinateur, Valérie était maintenant assise sur la marche d'entrée, ses talons posés à côté d'elle, le téléphone entre les deux mains. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de découvrir que l'immeuble qu'il croyait posséder appartenait en réalité à quelqu'un d'autre, ce qui, au sens juridique du terme, était précisément exact. La maison était à mon nom depuis le jour où nous l'avions achetée, elle faisait partie d'une structure patrimoniale plus vaste, une SCI que j'avais méthodiquement mise en place sur 20 ans. Valérie avait signé les documents de refinancement en 2016 sans lire au-delà de la page 3, je le savais parce que je l'avais regardé faire, elle avait été au téléphone avec un client tout le temps, paraphant les cases avec l'efficacité de quelqu'un qui vide sa boîte mail. Ses initiales avaient réaffirmé chaque clause de protection de l'accord initial. À 15h15, la voiture de Sylvie est apparue sur la caméra du portail, elle s'est garée, a marché vers Valérie, et les deux ont discuté pendant plusieurs minutes. Je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je savais lire les postures, Sylvie gardait les bras croisés, Valérie n'arrêtait pas de faire des gestes vers la porte. Finalement, Sylvie a secoué la tête une fois fermement et a pointé le doigt vers sa propre voiture, Valérie s'est levée, a attrapé ses chaussures et est montée du côté passager. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis allé me promener. Lyon, à la fin octobre, a une qualité particulière, l'air devient vif et pur, les feuilles des chênes du parc de la Tête d'Or prennent des teintes ambre et rouille, et la ville ralentit juste assez pour permettre de réfléchir. J'ai marché sur 6 pâtés de maison et j'ai pensé à Clément, il était à Berlin, gérant l'analyse de données pour une entreprise de la FinTech, et s'en sortait bien selon tous les critères raisonnables. Il pensait que sa mère avait géré brillamment les finances du ménage pour financer ses études. Lors de son dernier appel pour l'anniversaire de Valérie, il lui avait dit « Maman, je ne sais pas comment tu as réussi ce tour de force », et elle avait accepté cette gratitude sans un mot de correction. J'avais laissé passer à ce moment-là, mais je n'allais plus le laisser passer très longtemps. À 16h40, mon téléphone a vibré, pas Valérie, mais sa mère, Hélène. Je n'ai pas répondu, Hélène avait 76 ans, l'esprit aussi affûté qu'une lame, et n'avait jamais été particulièrement chaleureuse avec moi. Je me doutais qu'elle appelait pour rendre un verdict avant même d'avoir entendu les preuves, mais je m'occuperai d'Hélène en temps voulu, selon mes propres termes. Ce que j'ai fait, c'est rédiger un court email à l'associé principal de mon cabinet en y joignant 2 documents, la structure modifiée de la holding et les désignations actualisées des bénéficiaires. Tout ce que j'avais préparé au cours des 6 dernières semaines était maintenant officiellement déposé, propre, précis, et déjà enregistré auprès de 3 institutions distinctes avant même que Valérie n'ait fini de frapper à une porte qui ne reconnaissait plus sa clé. Je me suis arrêté dans un café sur l'avenue du Maréchal de Saxe et j'ai commandé un café noir, je me suis assis près de la fenêtre, regardant les gens passer avec leurs chiens et leurs poussettes en ce vendredi après-midi ordinaire. Le billet était toujours logé dans ma mémoire comme une écharde, non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il clarifiait les choses. Certains hommes ont besoin d'une crise pour agir, j'agissais déjà, le billet a simplement confirmé que j'avais eu raison de commencer quand je l'avais fait. Mon téléphone affichait un nouveau message vocal de Valérie, je ne l'ai pas écouté, je l'ai classé de la même manière que je classe tout le reste, noté, catalogué, mis de côté pour le moment opportun. Le moment opportun approchait, mais pas encore tout de suite. Je révisais le résumé d'une déposition à mon bureau dans l'appartement des Brotteaux lorsque le numéro de Valérie a illuminé mon écran pour la 4e fois de la soirée, je l'ai laissé aller sur messagerie, comme les autres. Mais 30 secondes plus tard, un numéro différent est apparu, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché. Est-ce bien Laurent Belmont? La voix était masculine, fermement contrôlée, mais s'effilochant sur les bords, comme le font les voix quand quelqu'un essaie de projeter un calme qu'il ne ressent pas vraiment. C'est Cédric Arnaud. Un temps. Je crois que nous devons parler. Je me suis adossé à ma chaise et je n'ai rien dit, en 30 ans de pratique juridique, j'avais appris que le silence est l'outil le plus sous-utilisé dans n'importe quelle conversation. Cédric a comblé ce vide, j'ai reçu une lettre aujourd'hui, livrée en main propre à mon bureau, pas par email, une livraison physique adressée à moi personnellement. Continuez, ai-je dit. Elle faisait référence aux accords fournisseurs de mon entreprise,
plus précisément à un contrat de licence de données que ma start-up a finalisé le trimestre dernier avec une société appelée Groupe de Conformité Ardenfield. Sa voix s'est crispée. Votre nom figure comme associé fondateur. C'est exact, ai-je répondu. Une longue pause. Vous n'avez jamais rien dit. Vous n'avez jamais demandé, ai-je rétorqué, vous étiez occupé à d'autres choses. Je l'ai entendu prendre une grande inspiration, la lettre souligne un potentiel conflit d'intérêts, elle fait référence à des dates précises, des réunions spécifiques, des documents prouvant une relation personnelle entre vous et, il s'est arrêté. Entre votre femme et moi. Mon ex-femme, ai-je précisé, la procédure a été lancée ce matin. Le silence à l'autre bout s'est étiré si longtemps que j'ai pu entendre la circulation en arrière-plan, où qu'il se trouve. Ça pourrait couler mon entreprise, a-t-il finalement dit, la voix basse, le côté théâtral ayant complètement disparu, si le contrat Ardenfield est signalé pour violation de la neutralité des fournisseurs, tous nos investisseurs vont. Monsieur Arnaud, ai-je dit en gardant un ton neutre, vous êtes entré dans une pièce vendredi soir dernier et vous avez posé un billet sur le bord de mon verre devant des témoins, vous avez pris une décision sur ce que je valais à ce moment-là. J'ai marqué une pause. J'ai pris un autre type de décision, je l'ai prise il y a 6 semaines, bien avant cette soirée d'ailleurs. Un autre long silence. Qu'est-ce que vous voulez, a-t-il demandé. Rien de vous, ai-je dit, le dossier a déjà été soumis au conseil de conformité compétent, ce processus suit maintenant son propre calendrier, ce que vous ferez de ces informations vous regarde. Vous n'allez pas, il s'est encore arrêté. J'allais laisser la procédure suivre son cours, c'est à ça que servent les procédures, ai-je répondu. J'ai entendu sa respiration changer, elle ne m'a jamais dit qui vous étiez, elle disait que vous étiez. Il s'est repris. Je sais ce qu'elle a dit, lui ai-je affirmé, elle y a cru aussi pendant longtemps, c'est ça le problème avec les hommes discrets, monsieur Arnaud, les gens ont tendance à remplir les blancs avec ce qui les arrange le plus. J'ai mis fin à l'appel, j'ai posé le téléphone face contre table sur le bureau et je suis retourné à mon résumé de déposition. 15 minutes plus tard, un SMS est arrivé d'un numéro que je reconnaissais comme étant celui de Valérie, qu'est-ce que tu as fait? Cédric vient de m'appeler en hurlant, il dit que tu possèdes l'entreprise avec laquelle il travaille, il dit que tu ne m'avais jamais dit que ton mari l'avait déjà coincé. Laurent, c'est quoi ce délire? Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai reposé le téléphone, ce que c'était 30 ans de préparation rencontrant un vendredi soir qui allait coûter très cher. Je suis allé dans la cuisine, me suis versé un verre d'eau et suis resté près de la fenêtre à regarder les lampadaires du quartier des Brotteaux s'allumer un par un dans l'obscurité naissante. Elle avait construit dans sa tête une version de moi qui arrangeait sa vie, une version à qui on pouvait tendre un billet et que l'on pouvait congédier. Et elle avait présenté cette version à un homme qui n'avait aucune idée qu'il opérait à l'intérieur d'une structure que j'avais mis des décennies à bâtir. Il pensait me prendre quelque chose, en réalité il avait marché droit dans le piège. Sylvie m'a appelé le lendemain matin à 9 h et a sauté les politesses, elle est chez moi, elle a passé la nuit ici, Laurent, elle ne va pas bien du tout. Je te remercie de me le dire, ai-je répondu. Elle n'arrête pas de dire que tu as tout bloqué par méchanceté, que c'est une manœuvre de contrôle. Une pause. Je n'étais pas d'accord avec elle, je veux que tu le saches. Qu'est-ce que tu lui as répondu? J'ai dit que les hommes qui agissent par méchanceté ne passent pas des mois à préparer des documents juridiques. Une autre pause. Ça ne lui a pas beaucoup plu. J'ai failli sourire. Sylvie, je ne vais pas te demander de la gérer, tiens-moi juste au courant si quelque chose change de ton côté. Il y a encore une chose, sa voix a baissé, ta belle-mère m'a appelé ce matin. Hélène, elle est en route depuis Grenoble, elle raconte aux gens que tu contrôles Valérie depuis des années, elle a déjà parlé à 2 femmes du cercle de bien-être de Valérie. J'ai posé mon café. Hélène, 76 ans, la langue acérée, une conviction absolue dans la version de sa fille pour chaque histoire qu'elle avait jamais entendue, avait passé des années à me traiter comme un meuble que Valérie avait malheureusement gardé d'un précédent appartement. Quand arrive-t-elle, ai-je demandé. Cet après-midi. Merci, Sylvie. J'ai raccroché et je suis resté avec cette information pendant quelques minutes, puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai affiché le dossier que j'avais simplement nommé HB pour Hélène Bouchard. À l'intérieur se trouvaient 3 années de relevés de paiement, des virements anonymes d'un de mes comptes de holding vers un service de facturation médicale privé à Grenoble. Hélène souffrait d'une maladie rénale chronique qui nécessitait des traitements trimestriels, et sa mutuelle ne couvrait pas la totalité des frais, laissant un reste à charge important.
Valérie m'en avait parlé en passant il y a des années, elle l'avait mentionné une fois, puis l'avait oublié l'après-midi même. Je n'avais pas oublié, j'avais mis en place les paiements discrètement, sans jamais en parler à l'une ou à l'autre, 37 paiements sur 3 ans, pas un mot d'Hélène sur la provenance des fonds qui comblaient ce trou financier. Soit elle ne savait pas, soit elle avait décidé de ne pas poser la question, mais quoi qu'il en soit, cette information avait un temps et un lieu pour être dévoilée, ce n'était pas pour aujourd'hui, mais ça venait. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Valérie faisait apparemment ce que font les gens quand le sol se dérobe sous leurs pieds, elle cherchait. Je le savais parce que Sylvie m'a envoyé un message à 11h14, elle est sur un ordinateur portable depuis 2 heures, j'ai regardé par-dessus son épaule, elle te cherche sur Google. J'ai lu cela et me suis adossé à ma chaise, laissons-la chercher. Ce que Valérie trouverait ne serait pas un simple profil LinkedIn avec une photo générique et une liste d'adhésion au barreau de Lyon. Elle trouverait des articles dans des publications spécialisées remontant à 15 ans, elle trouverait mon nom associé à un montage juridique qu'une quarantaine de cabinets privés utilisaient désormais comme norme pour la protection du patrimoine. Elle trouverait une citation tirée d'un article de journal économique pour lequel je me souvenais avoir donné une interview, une rare exception à ma politique habituelle de rester hors de la presse. Où j'avais dit quelque chose comme « Les structures juridiques les plus solides sont celles que la partie adverse ne pense jamais à examiner ». Elle trouverait un nom, Partenaires Patrimoniaux Hartwell, le groupe holding qui coiffait mon cabinet d'avocats et 3 autres entités, elle trouverait le groupe de conformité Ardenfield, qui avait envoyé sa lettre à Cédric. Elle trouverait des années de travail silencieux et méthodique sur lequel elle avait vécu sans jamais baisser les yeux une seule fois. Je me demandais ce que ça faisait de réaliser que le sol que l'on méprisait était en fait la fondation de tout l'édifice. Mon téléphone a sonné à 13h30, un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais de qui il s'agissait avant même de décrocher. Laurent. La voix d'Hélène était sèche, contrôlée, la voix d'une femme qui considérait le sang-froid comme une forme d'armement. Je veux que vous vous expliquiez. Bonjour, Hélène, j'espère que la route a été bonne. Ne faites pas ça, cinglatait-elle, ne soyez pas aimable avec moi en ce moment. Ma fille est assise à la table de la cuisine de sa sœur avec rien, aucun accès à sa maison, pas de carte bancaire, rien, c'est vous qui avez fait ça. C'est exact, ai-je dit, provoquant une pause car elle ne s'attendait pas à ce que je le confirme aussi directement. C'est cruel, a-t-elle déclaré, c'est l'acte d'un homme qui veut punir. C'est l'acte d'un homme qui s'est préparé à une situation qu'il espérait ne jamais voir arriver, ai-je répondu, il y a une différence. Elle a fait une erreur. Hélène, ai-je dit en gardant un ton régulier, je ne vais pas débattre de cela avec vous par téléphone. Ce que je vous dirai, c'est que les décisions que j'ai prises sont légales, documentées, et déjà enregistrées auprès de multiples institutions, si Valérie veut contester l'une d'entre elles. Elle est libre de prendre un avocat. Silence, puis, avec moins de certitude, vous êtes sérieux. J'ai été sérieux au sujet de ce mariage pendant 22 ans, ai-je répondu, j'étais apparemment le seul. Elle a commencé à dire autre chose, mais j'ai continué, je veux aussi que vous sachiez, Hélène, et je dis cela non pas comme une menace, mais comme un fait, qu'il y a certaines choses concernant ces dernières années dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Quand vous serez prête à avoir une vraie conversation, je suis disponible, mais pour l'instant, je vous encourage à obtenir une vue d'ensemble avant de conduire chez qui que ce soit d'autre pour y rendre un verdict. Un long silence, et quelque chose dans son ton a très légèrement changé, une fissure microscopique dans sa certitude. Que voulez-vous dire, a-t-elle demandé. Je veux dire exactement ce que je viens de dire. J'ai marqué une pause. Prenez soin de vous, Hélène, la route du retour vers Grenoble est longue. J'ai mis fin à l'appel, me suis versé un nouveau café, me suis assis au bureau et j'ai affiché le flux en direct des caméras de la maison. La propriété était immobile, les feuilles s'accumulaient sur l'allée devant l'entrée, il n'y avait personne. 30 ans de construction, 22 ans de mariage, et à la fin, il n'avait fallu qu'un billet de 5 € et un vendredi soir très public pour que toute cette mascarade s'effondre. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais clair comme un dossier juridique après son édition finale, tout l'inutile retiré, seuls les faits essentiels restants. Clément allait bientôt appeler, je pouvais le sentir comme on sent le temps changer, et quand il le ferait, je serais prêt. Il y avait des choses que mon fils méritait de savoir sur qui avait réellement signé les chèques, sur qui était resté silencieux quand il aurait dû parler et pourquoi, sur ce que cela signifiait de construire quelque chose de vrai par opposition à jouer l'apparence de le construire. Mais cette conversation exigeait le bon moment, et j'avais passé toute ma carrière à comprendre la différence entre le bon moment et le moment opportun.
Hélène Bouchard est arrivée chez Sylvie à 14h15 avec une valise à roulettes, un plat en grès et 30 ans de certitude maternelle concentrés dans un corps d'1,60 m. À 14h45, selon le SMS de Sylvie, elle m'avait déjà qualifié de manipulateur glacial, de tyran financier et d'homme qui n'avait jamais mérité sa fille. À 15h, elle était au téléphone avec la rédaction d'une chaîne d'information régionale, ce que j'ai appris par un ancien collègue qui connaissait le rédacteur en chef. Il m'a appelé par courtoisie professionnelle, je l'ai remercié et je n'ai pas paniqué. Hélène parlant à une rédaction locale était un problème limité, ce qu'elle ignorait n'avait aucune limite. J'ai conduit jusqu'à la maison de Sylvie à 16h sans appeler à l'avance. Sylvie a ouvert la porte et, à son crédit, elle n'a pas eu l'air surprise, elle s'est écartée sans un mot. Le salon est devenu très silencieux quand je suis entré. Valérie était sur le canapé, toujours dans des vêtements d'emprunt, les mains enroulées autour d'un mug. Hélène se tenait près de l'embrasure de la cuisine comme une femme montant la garde, elle me regardait de la façon dont les procureurs regardent les accusés qu'ils ont déjà condamnés intérieurement. « Vous n'avez rien à faire ici », a déclaré Hélène, « c'est la maison de Sylvie. » « Je laisserai Sylvie en décider », ai-je répondu, et Sylvie n'a rien dit, ce qui était une réponse suffisante. Je ne me suis pas assis, j'ai regardé Valérie, elle m'a rendu mon regard et, l'espace d'un instant, la comédie est tombée, la dignité blessée, l'indignation répétée. Et en dessous il y avait quelque chose que j'ai reconnu, le visage d'une personne qui avait passé les 18 dernières heures à découvrir que l'histoire qu'elle se racontait comportait des lacunes importantes. « Je sais que tu as cherché mon nom sur Internet », ai-je dit, sans ton accusateur, juste comme un constat. La mâchoire de Valérie s'est crispée. « Je ne savais même pas la moitié de ce dans quoi tu étais impliqué. »« Tu n'as pas posé la question », ai-je répondu, « pas une seule fois en 22 ans tu ne m'as demandé ce que je construisais réellement, tu savais que je travaillais, tu savais qu'il y avait de l'argent, c'était la limite de ton intérêt. »« Ce n'est pas, a-t-elle commencé. Valérie. Ma voix est restée posée. Je ne suis pas ici pour me disputer, je suis ici pour une seule raison. J'ai glissé la main dans ma veste, j'ai sorti une enveloppe et je l'ai posée sur la table basse. C'est un relevé, ai-je dit, 37 paiements sur 3 ans depuis l'un de mes comptes vers un service de facturation médicale privé à Grenoble. J'ai regardé Hélène, vos traitements rénaux, Hélène, le reste à charge de votre mutuelle, quelqu'un comblait ce vide, et ce depuis 3 ans. Hélène s'est figée. Ce quelqu'un, ai-je continué, n'était pas votre fille. Valérie a mentionné votre situation une fois en passant, il y a environ 3 ans et 2 mois, elle l'a oublié le soir même, j'ai mis en place les virements la semaine suivante. La pièce est restée d'un silence absolu, Hélène a regardé l'enveloppe sur la table, puis moi, puis Valérie, dont le visage était devenu pâle. Vous n'avez jamais rien dit, a finalement dit Hélène, sa voix ayant perdu de son tranchant. Il n'y avait rien à dire, ai-je répondu, vous aviez besoin d'aide, j'ai aidé, c'est ce qu'on fait pour la famille, même quand la famille ne vous accorde pas la même considération. Je n'ai pas insisté, ce n'était pas nécessaire, l'information avait atterri exactement là où elle le devait. Hélène s'est assise lentement dans le fauteuil près de la fenêtre, elle n'avait plus l'air d'une femme montant la garde, elle ressemblait à une femme faisant une arithmétique dont les résultats ne lui plaisaient pas. Valérie a posé son mug sur la table d'appoint. Laurent. Je ne suis pas venu ici pour me réconcilier, ai-je coupé, je suis venu parce que ta mère était sur le point d'aller voir une chaîne de télé avec une demi-histoire, je voulais qu'elle ait l'histoire complète avant de faire quelque chose sur lequel elle ne pourrait pas revenir. J'ai boutonné ma veste, la requête en divorce sera livrée dans les prochains jours, je vous encourage toutes les deux à la lire complètement avant de vous forger une opinion, chaque clause a une raison d'être. J'ai regardé Valérie une dernière fois, j'espère sincèrement que tu trouveras ce que tu cherchais, je ne pouvais simplement plus continuer à financer cette recherche. J'ai marché vers la porte d'entrée, j'ai hoché la tête vers Sylvie, et je suis parti. Dehors, l'air d'octobre était devenu mordant, j'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assis un moment et j'ai regardé la rue. Je ne me sentais pas puissant, je me sentais achevé, et d'après mon expérience, l'achèvement est la seule chose pour laquelle il vaut la peine de travailler. Clément a appelé un mardi. J'étais en train de réviser un amendement de statut de société quand son nom est apparu sur mon écran, et j'ai tout mis de côté sans hésitation. Papa, sa voix était stable, mais avait cette tension particulière qu'ont les jeunes hommes quand ils manipulent quelque chose avec précaution, j'ai vu les nouvelles concernant Cédric Arnaud. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'ouverture de la conversation. Que as-tu vu? Il y a un article dans une revue spécialisée de la FinTech, ça parle d'une déclaration de conformité impliquant le groupe de conformité Ardenfield,
ça cite son entreprise et ça nomme le cabinet qui a déposé le dossier. Une pause. Ton cabinet, papa. C'est exact, ai-je dit. Silence. Alors, depuis combien de temps c'est en mouvement? 6 semaines de préparation, la partie visible s'est déroulée sur environ 48 heures. Un autre silence, plus long, je pouvais l'entendre analyser la situation comme il l'avait toujours fait, construisant l'image méthodiquement pièce par pièce avant de s'engager dans une réponse, il tenait ça de moi. Je l'avais remarqué quand il avait 14 ans et je n'en avais jamais rien dit parce qu'il y a des choses qu'on observe simplement avec une fierté silencieuse. Maman m'a appelé hier, a-t-il finalement dit. Elle m'a dit que tu avais tout bloqué et que tu l'avais mise à la porte sans préavis, que c'était sorti de nulle part. Ça n'est pas sorti de nulle part, ai-je répondu, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que j'avais besoin d'entendre ta version avant de dire quoi que ce soit. Une pause. Elle n'a pas aimé ça. J'imagine bien, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. Clément, il y a quelque chose que je dois te dire, je porte ça depuis un moment et tu mérites de l'entendre directement de ma bouche. D'accord. Les frais de scolarité, les cautions pour tes logements à Berlin, les frais de licence professionnelle, les programmes de certification, le virement d'urgence que tu as reçu en 2e année quand ton propriétaire a augmenté le loyer avec 2 semaines de préavis. J'ai gardé ma voix posée. Tout cela provenait directement de mes comptes, j'ai mis en place les virements, j'ai géré le calendrier, je me suis assuré qu'il n'y ait jamais de manque. Un très long silence. Maman m'a dit qu'elle gérait les finances de la maison, a-t-il dit. Elle gérait un budget de maison que je finançais entièrement, ai-je répondu, il y a une différence. Je n'ai jamais rectifié les faits parce que je ne voulais pas que tu portes le poids de l'organisation de notre mariage alors que tu essayais de construire ta propre vie. Mais la structure change maintenant, et tu dois savoir sur quoi elle a été bâtie. Je l'ai entendu expirer lentement. Papa. Elle m'a laissé la remercier, pendant des années, je sais, lors de mon dernier appel pour son anniversaire, elle a dit. Il s'est arrêté. Elle a dit qu'elle avait travaillé très dur pour s'assurer que j'ai tout ce dont j'avais besoin. Elle a cru en une version de cela, ai-je dit, c'est souvent le cas pour les gens. C'est généreux de ta part, a-t-il dit. C'est exact, ai-je rétorqué, être généreux consisterait à faire semblant que ce n'est pas arrivé. Il est resté silencieux un moment, puis, je rentre à la maison. Tu n'es pas obligé de faire ça, Clément. Je sais que je n'y suis pas obligé. Sa voix était ferme de la façon dont les voix le deviennent quand une décision est déjà prise et que la déclaration n'est qu'une formalité. J'en ai envie, je réserve un vol ce soir, je serai à Lyon d'ici jeudi. Je n'ai pas discuté, la vérité était que je voulais voir mon fils, non pas pour l'utiliser comme un allié ou pour mettre en scène des retrouvailles au profit de qui que ce soit. Juste pour m'asseoir à une table en face de la personne pour laquelle j'avais passé 25 ans à m'assurer discrètement quels étaient tous les avantages que je pouvais lui offrir. Jeudi, c'est parfait, ai-je dit, je passerai te prendre. Il est arrivé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry un peu après 14 heures le jeudi, tirant une simple valise cabine avec l'efficacité d'un homme qui a appris à voyager léger, il me ressemblait à cet âge-là, la même mâchoire, la même façon de balayer une pièce du regard quand il y entrait. Nous nous sommes serrés la main en premier, comme nous le faisions toujours, puis il m'a attiré dans une étreinte brève et ferme qui m'a légèrement surpris. Tu as l'air en forme, a-t-il dit, tu as l'air de ne pas avoir dormi pendant le vol. Il a presque souri, c'est juste. Nous sommes allés dans un restaurant du Vieux-Lyon, une banquette dans un coin, du bon café, le genre d'endroit où les conversations peuvent s'étirer sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai dressé le tableau complet au cours des 2 heures suivantes, sans drame, sans amertume, juste les faits, la chronologie, les documents, les décisions. Clément a écouté de la manière dont il écoutait toujours, les mains à plat sur la table et les yeux fixés dans les miens. Quand j'ai terminé, il a encaissé ça pendant un moment. Donc Cédric Arnaud n'avait aucune idée de qui tu étais. Il avait l'information à sa disposition, ai-je dit, il a choisi de ne pas l'utiliser, c'est un schéma récurrent chez les personnes qui pensent avoir déjà évalué la situation. Maman ne lui a jamais dit. Non. Clément a fait tourner lentement sa tasse de café, tu penses qu'elle connaissait l'ampleur de ce que tu avais construit. Je pense qu'elle en savait assez pour vivre confortablement avec, ai-je répondu, quant à savoir si elle en comprenait l'architecture, non, elle n'a jamais demandé. Il a hoché la tête lentement, puis il a glissé la main dans la poche intérieure de sa veste, a sorti son téléphone, a ouvert quelque chose et l'a fait glisser sur la table.
C'était le brouillon d'une publication LinkedIn en 3 paragraphes. Je l'ai lu attentivement. Le premier paragraphe déclarait simplement que son éducation et son développement professionnel avaient été entièrement financés par son père, Laurent Belmont, et qu'il souhaitait rétablir la vérité. Le deuxième décrivait brièvement ce que son père avait bâti en 30 ans, et le troisième affirmait qu'il respectait ses 2 parents, mais que la vérité comptait plus que le confort. J'ai levé les yeux, tu n'as pas à faire ça. Je sais, a dit Clément, c'est pour ça que je veux le faire. J'ai refait glisser le téléphone vers lui, c'est ta décision. Il l'a pris, a publié le message et l'a posé face contre table. Maintenant, a-t-il dit en attrapant son café, dis-moi de quoi tu as besoin de ma part pendant que je suis là. C'était bien mon fils, pas de théâtre, pas de mise en scène, juste de la présence. 3 jours après l'arrivée de Clément à Lyon, Valérie a fait son premier pas, et je l'ai appris de la même manière que j'apprenais la plupart des choses, pas par un drame, mais par l'appel discret de quelqu'un de vigilant. Une de mes collègues, une femme nommée Patricia Chen, qui dirigeait un cabinet d'enquête privée dans le quartier de la Pardieu, m'a appelé à 8 heures du matin. Laurent, a-t-elle dit sans préambule, quelqu'un a contacté mon agence hier après-midi, un client potentiel qui voulait une enquête à charge sur un sujet. Une pause. Ce sujet, c'était toi. J'ai posé mon café. J'apprécie cet appel, Patricia. J'ai pris le rendez-vous préliminaire, a-t-elle poursuivi, une femme approchant la cinquantaine, très présentable, qui m'a dit avoir besoin de preuves de malversation financière, de biens cachés, de preuves de contrôle et de manipulation dans le cadre d'un mariage. Une autre pause. Elle avait une liste de questions imprimées qui ressemblait à quelque chose rédigé à la hâte. A-t-elle laissé un nom? Valérie Belmont, la voix de Patricia était sèche, elle ne semblait pas faire le lien avec le fait que je pourrais connaître le tien. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que j'allais examiner le dossier et revenir vers elle dans les 48 heures, le discours standard d'accueil. Un temps. Puis je t'ai appelé, vas-tu lui rendre sa provision? C'est déjà fait, a répondu Patricia, avec une note précisant que le cabinet avait identifié un conflit d'intérêts et n'était pas en mesure de poursuivre. J'ai expiré. Merci, Patricia. Ne me remercie pas, contente-toi de ne jamais rien faire qui vaille réellement la peine d'être enquêté. Elle a raccroché et je suis resté avec cette information. Valérie avait essayé d'engager quelqu'un pour monter un dossier contre moi, quelqu'un qui, selon toute probabilité professionnelle raisonnable, me connaissait. Ce n'était pas du désespoir, c'était de la panique déguisée en désespoir, la distinction importée car la panique se déplace en ligne droite et fait des choix prévisibles, et je pouvais travailler avec le prévisible. J'ai appelé mon avocat, David Caron, et l'ai briefé sur ce développement, il en a pris note, l'a ajouté au dossier, et m'a dit que cela ne changeait rien juridiquement, mais que cela confirmait le calendrier que nous avions anticipé. Clément était dans l'autre pièce en train de travailler à distance, ordinateur portable ouvert, appel en sourdine, quand je suis entré et lui ai raconté ce qui s'était passé, il a levé les yeux de son écran et a dit, « Elle a engagé un détective privé contre toi. » Elle a essayé. Il est retourné à son ordinateur, « Combien de cabinets à Lyon connaissent ton nom professionnellement ?»« Suffisamment, ai-je répondu. Il a hoché la tête une fois et s'est remis au travail, pas de leçon de morale, pas de commentaires, cela suffisait amplement. Le rebondissement suivant est arrivé 2 jours plus tard, et il est venu d'une direction inattendue, l'associé de Cédric Arnaud, un homme du nom de Romain Thiers, a appelé ma ligne directe au bureau. Romain était le cofondateur de la start-up de Cédric, quelqu'un que j'avais rencontré une fois lors d'une conférence 3 ans plus tôt, il était méthodique là où Cédric était théâtral, ce qui signifiait qu'il avait été le cerveau opérationnel d'une entreprise dont Cédric n'était que le visage. Il n'a pas perdu de temps, Monsieur Belmont, je veux être direct avec vous, Cédric a pris des décisions au cours des derniers mois qui ont mis cette entreprise dans une situation précaire, je suis conscient depuis un certain temps que son jugement a été altéré dans certains domaines. Continuez, ai-je dit. Je n'appelle pas pour négocier, a déclaré Romain, j'appelle parce que l'examen du Conseil de conformité va mettre au jour des communications internes qui impliquent plus que sa simple conduite personnelle, il y a des détails sur les accords fournisseurs, des conditions de licence de données. Des choses qui touchent aux intérêts de votre groupe. Une pause. Je veux que vous sachiez que j'ai l'intention de coopérer pleinement avec la procédure d'examen, je voulais vous le dire directement plutôt que de vous laisser le découvrir par surprise. J'apprécie cela, j'en prends note, ai-je répondu. Il y a encore une chose, a ajouté Romain, j'ai découvert cette semaine que Cédric était au courant de vos liens avec le groupe Ardenfield avant la soirée.
Il avait vu votre nom dans la documentation fournisseur, il savait. Une longue pause. Il a juste décidé que ça n'avait pas d'importance. La pièce est devenue très silencieuse, il avait su, il avait regardé les documents, vu mon nom, et décidé que l'information n'était pas pertinente. Décidé que l'homme discret debout de l'autre côté du sol en marbre avec son cognac intact n'était pas un facteur qui valait la peine d'être pris en compte. Ce billet dans mon verre n'avait pas été de la négligence, cela avait été délibéré, ce qui signifiait que tout ce qui avait suivi n'était pas seulement une conséquence, c'était une correction. Merci, Romain, ai-je dit, je m'assurerai que le conseil soit informé de votre coopération. J'ai mis fin à l'appel et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Lyon s'étendait en contrebas dans la pâle lumière de novembre, les tours du quartier d'affaires scintillaient, les rues s'animaient selon leurs schémas ordinaires. Clément est apparu dans l'embrasure de la porte, tout va bien? Mieux que bien, ai-je dit, Cédric savait qui j'étais avant la soirée. Clément est resté silencieux un instant, donc il l'a fait quand même. En effet, mon fils s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, et a regardé par la fenêtre à côté de moi. Certains hommes pensent que les conséquences ne s'appliquent pas à eux, a-t-il dit, jusqu'à ce que ce soit le cas. 26 ans, et il avait déjà appris la chose qui prenait 2 fois plus de temps à la plupart des hommes, j'ai posé brièvement la main sur son épaule, puis je suis retourné à mon bureau et je me suis remis au travail. Les documents du divorce sont arrivés un lundi matin, livraison par coursier à 9 heures précises, adressée à Valérie chez Sylvie. Je connaissais l'heure exacte parce que David Caron avait organisé le service et confirmé la livraison par SMS. À 10h15, Valérie avait appelé mon numéro 4 fois, je n'ai répondu à aucun des appels. À midi, Sylvie m'a envoyé un message, elle l'a lu, elle est dans tous ses états. Laurent, il n'y a aucune disposition pour une prestation compensatoire. J'ai répondu par SMS, article 9 du contrat de mariage en séparation de biens, signé au brunch en 2002. Sylvie n'a pas répondu pendant plusieurs minutes, puis a écrit, elle dit qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle signait. J'ai tapé, c'est à ça que servent les avocats, elle devrait en engager un. Cet après-midi-là, Clément et moi sommes passés en voiture devant la maison, ce n'était pas pour se réjouir, Clément l'avait suggéré, il avait dit qu'il voulait la voir une dernière fois avant que les choses ne changent davantage. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue, l'endroit avait le même aspect que d'habitude de l'extérieur, le chêne dans la cour d'entrée avait pris une teinte entièrement ambrée, la lumière du porche était éteinte. Tu la vends, a dit Clément, ce n'était pas une question. Déjà vendu, ai-je répondu, l'affaire a été conclue vendredi, transfert de propriété acté, acheteur institutionnel, paiement comptant. La transaction était préparée depuis 3 semaines, je n'avais simplement pas à poser la signature finale avant que le moment ne soit venu. J'ai regardé la maison, je ne voulais plus y vivre, trop de pièces qui avaient cessé de signifier ce qu'elles signifiaient autrefois. Clément a regardé le chêne pendant un moment, j'ai appris à faire du vélo dans cette allée. Je sais, es-tu prêt à la laisser partir? J'y ai réfléchi honnêtement. La maison, ce n'est que du bois, de la brique et du plâtre, ai-je dit, ce que j'ai construit à l'intérieur, les années, le travail, le fait de t'élever, tout ça ne part pas avec le titre de propriété. Il a hoché la tête lentement, l'a regardé une dernière fois, puis a dit, d'accord, on y va. Nous sommes partis et nous n'avons pas regardé en arrière. Valérie a appris la vente 2 jours plus tard lorsqu'elle est passée en voiture et a vu le panneau d'une agence immobilière sur le portail d'entrée. Sylvie m'a envoyé un message ce soir-là, elle a débarqué à ma porte en larmes, elle a dit que la maison était déjà vendue. Laurent, c'est. Elle s'est arrêtée, a recommencé. Je sais que tu en avais tout à fait le droit, je voulais juste que tu le saches. J'ai apprécié l'honnêteté de Sylvie, je l'avais toujours appréciée chez elle, des 2 femmes de cette famille, elle était celle qui n'avait jamais besoin qu'une histoire soit enjolivée. Pendant ce temps, la situation de Cédric Arnaud avait continué d'évoluer sans aucune autre implication de ma part. Romain Thiers avait déposé un rapport interne distinct auprès du conseil d'administration de l'entreprise, ce qui a déclenché un audit indépendant, 3 investisseurs avaient demandé des documents. Et la valorisation de l'entreprise avait été discrètement revue à la baisse par 2 cabinets d'analystes. Cédric n'avait pas rappelé, il ne le ferait pas, les hommes comme lui deviennent silencieux quand le public disparaît. L'audit du conseil de conformité s'est conclu 9 jours après que j'ai déposé le dossier, leur conclusion, la relation personnelle constituait un conflit d'intérêts matériel en vertu de la clause de neutralité des fournisseurs, le contrat Ardenfield a été suspendu pour révision. Cédric a démissionné de son poste de PDG un mercredi, avec effet immédiat,
accompagné d'une déclaration que son agence de relations publiques avait manifestement rédigée, un texte prudent, sans âme, n'admettant rien, et Clément m'a montré l'annonce au petit déjeuner dans mon appartement. « Savais-tu que ça allait arriver ?» a-t-il demandé. Je savais que la procédure irait jusqu'à son terme, ai-je répondu, je n'ai pas dirigé le résultat, j'ai juste soumis les documents. Clément a regardé l'article un instant de plus, puis a fermé son ordinateur. Il connaissait ton nom avant la soirée, papa. Romain te l'a dit. Oui. Et il a lâché ce billet quand même. Oui. Clément a regardé son café, qu'est-ce que tu penses qu'il se dit à ce sujet? J'ai réfléchi à la question, probablement qu'il a joué de malchance, qu'il est tombé sur le mauvais homme. J'ai fait une pause, les hommes de cette trempe envisagent rarement la possibilité que l'autre homme ait simplement été plus intelligent et ait travaillé plus dur qu'eux. Clément est resté silencieux un instant, puis a dit, j'ai publié une suite au message sur LinkedIn. J'ai haussé un sourcil. Rien d'agressif, a-t-il précisé, juste une ligne, elle disait, mon père n'a jamais eu besoin de faire les gros titres, il avait juste besoin d'un stylo et de suffisamment de temps. J'ai regardé mon fils de l'autre côté de la table du petit déjeuner, à 26 ans, comprenant déjà des choses qui m'avaient pris 10 ans de plus à assimiler, et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine, quelque chose qui avait été tourmenté pendant longtemps. Merci, ai-je dit. Il a pris son café, ne me remercie pas, assure-toi juste que le prochain chapitre soit meilleur que le précédent. 8 mois plus tard, Clément est revenu de Berlin pour un long week-end, pas d'occasion particulière, pas d'événement, il a juste dit qu'il voulait rentrer à la maison, ce qui signifiait qu'il voulait me voir, ce qui était une raison suffisante. J'avais alors emménagé dans une maison du côté de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, plus petite que l'ancienne, des lignes plus épurées, une terrasse arrière qui donnait sur une lisière de bois qui prenait des couleurs remarquables à l'automne, je l'avais meublée simplement, rien de la maison précédente. Un nouveau départ, un nouvel inventaire. Nous avons conduit jusqu'au lac d'Aiguebelette le samedi matin, j'avais un ami qui possédait un ponton, un juge d'instruction à la retraite nommé Henri Briand, qui me connaissait depuis 20 ans et ne posait aucune question inutile, il nous a tendu 2 cannes à pêche. A pointé l'eau du doigt et est retourné à l'intérieur pour lire. Nous avons pêché pendant 3 heures sans aucun programme, l'eau était plate et argentée dans la lumière du matin, un héron s'est tenu immobile près de la rive opposée pendant près d'1 heure. Clément a attrapé 2 brochets et les a relâchés tous les 2, j'en ai attrapé un et j'ai fait de même. À un moment donné, sans préambule, Clément a dit, tu aurais pu me parler plus tôt de l'argent, de ce que tu avais construit. J'aurais pu, ai-je reconnu. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi, sans me contenter de la réponse facile, parce que je voulais que tu forges ta propre idée de ce dont tu étais capable avant de connaître l'ampleur de ceux qui te soutenaient. Certains hommes reçoivent leur héritage et leur contexte trop tôt et passent leur vie à s'y conformer au lieu de le dépasser par leur propre mérite. Clément a retourné cette idée dans sa tête pendant un moment, le héron a décollé de la rive opposée sans crier gare et a disparu au-dessus de la cime des arbres. Maman m'a appelé la semaine dernière, a-t-il dit. Comment ça s'est passé? Honnête, en fait, plus honnête que ce à quoi je m'attendais. Il a mouliné sa ligne lentement, elle a dit qu'elle avait passé beaucoup d'années à ne pas poser les bonnes questions, elle a dit qu'elle était désolée de m'avoir laissé croire quelque chose qui n'était pas exact. Une pause. Je crois qu'elle le pensait. C'est bien, ai-je dit. Tu n'as pas plus à dire à ce sujet que ça? Non, ai-je répondu, c'est ta mère, cette relation t'appartient, je n'en fais plus partie. Il m'a regardé, tu n'es pas amère. Je l'ai été pendant un moment, ai-je dit, au tout début, puis je me suis occupé l'esprit. J'ai regardé l'eau, l'amertume coûte cher, j'ai passé 30 ans à apprendre à être précis avec mes ressources. Clément a failli rire, c'était ce qui ressemblait le plus à un vrai rire que j'avais entendu de sa part de tout le week-end, et cela valait plus que tout le trajet pour venir jusqu'ici. L'entreprise de Cédric a déposé le bilan pour restructuration le mois dernier, a-t-il dit après un moment. J'en ai entendu parler. Et le cabinet de bien-être de Valérie, elle le dirige toujours, une clientèle plus restreinte maintenant, mais il tourne. C'est une bonne chose, ai-je dit, et je le pensais sincèrement, sans réserve. Hélène t'a appelé, n'est-ce pas, a demandé Clément. 2 fois, une fois pour s'excuser d'avoir contacté la presse, et une fois pour me remercier pour les paiements médicaux. Qu'est-ce que tu lui as dit? La première fois, je lui ai dit qu'il n'était pas nécessaire de s'excuser, la deuxième fois, je lui ai dit de prendre soin d'elle et que les paiements continueraient jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin.
Clément est resté silencieux. Donc tu as maintenu les paiements. Elle en avait besoin, ai-je dit, cela ne change pas parce que le mariage a pris fin. Il m'a regardé pendant un long moment, tu es un homme étrange, papa. C'est probable, ai-je reconnu. Nous avons pêché jusqu'à midi, puis Henri est sorti avec des sandwichs et nous nous sommes assis tous les trois sur le ponton, mangeant sans grande conversation, regardant le mouvement de l'eau. Sur le chemin du retour, Clément a dit, je veux revenir plus souvent, pas pour une raison particulière, juste plus souvent. La lumière du Porsche sera allumée, ai-je répondu. Il a regardé la route, il a hoché la tête une fois, cela suffisait pour nous deux, certaines choses n'ont pas besoin de plus de mots que cela.